vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous rejoindre sur Géopolis Télévision. Bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les efforts du Qatar pour la paix en RDC se précisent. Doha devra accueillir la délégation du AM23 et celle de la RDC en vue de la négociation de la paix à l'est du pays. Ce sera au cours de ce mois d'avril. À la une également, les embouteillages quotidiens à Kinshasa perturbent fortement la vie des écoliers, entraînant fatigue et retard. Vous suivrez un reportage de la rédaction à ces sujets. Et puis, à l'international, le Gabon et le Tchad se sont montrés efficaces économiquement. Ces deux pays ont généré plus de devises qu'ils n'en ont consommé. Bonsoir à tous. Après plusieurs annonces, les discussions entre le gouvernement congolais et le AM23 vont enfin s'ouvrir ce mois d'avril. La délégation du AM23 et aussi de la RDC se rencontreront à Doha, au Qatar, dès le 9 avril pour négocier la sortie de crise sécuritaire à laquelle fait face le pays. José Junior Owawa. Nous excusons pour la qualité de ce commentaire, mais toutefois, c'est une question technique. Nous évoluons avec ce journal, toujours dans le cadre des efforts pour la paix. Une mission diplomatique américaine est annoncée en RDC et dans le Grand Lac à partir du 3 avril. Massad Boulos, conseiller spécial au département américain, et la sous-secrétaire d'État Sanders seront aussi en RDC et au Ghana, et plutôt au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. La délégation américaine devra rencontrer le président Félix Tshisekedi. Elle rencontrera également des chefs d'entreprise en vue de plancher sur les possibilités d'investissement. La mission diplomatique arrive en RDC au lendemain de l'allègement de la peine qui frappe des Américains condamnés dans l'affaire coup d'État de Christian Malanga. Gigi Nende. Après la mésaventure du député Ronnie Jackson, présenté à tort le 16 mars comme l'émissaire de Donald Trump lors de sa rencontre avec Félix Tshisekedi, une autre mission diplomatique venue cette fois-ci de l'administration Donald Trump sera reçue par Félix Tshisekedi ce 3 avril à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit de Massad Boulos, le père du gendre de Donald Trump, récemment nommé conseiller spécial du président pour l'Afrique, lui qui joue le même rôle pour les pays arabes et le Moyen-Orient. Selon une confirmation du département d'État américain, Massad Boulos se rendra pour son premier voyage officiel en Afrique, en RDC, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. La première étape de son périple commence ce 3 avril en RDC où il rencontrera des officiers congolais, en premier lieu le président Félix Tshisekedi. Au menu, faire avancer les efforts en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC et promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région. Ces dernières semaines, le gouvernement congolais fait courtise les entreprises pour qu'elles viennent investir dans ces richesses carrières minières. Une présence qui pourrait espérer Kinshasa valoir une garantie d'une paix durable dans la région, alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés des pans entiers des territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans les chefs-lieux Goma et Bukavu. L'arrivée Massad Boulos a-t-elle pesé dans la décision de Félix Tshisekedi de gracier les 3 Américains condamnés à mort, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Poloun, les 3 sujets américains condamnés à mort
dans l'affaire du coup d'État manqué du 19 mai 2024 ont bénéficié lundi d'une mesure de commutation de peine. De la peine de mort, ils sont passés à la peine à perpétuité. Et selon certaines sources diplomatiques, l'émissaire de Donald Trump devrait demander plus au chef de l'État congolais leur extradition et transfèrement devant la justice américaine. Ce que Kinshasa peut bien accorder dans l'espoir de se rapprocher un peu plus de Washington, qui semble jusqu'ici réticente à l'idée d'encourager ces entreprises à se positionner dans les mines congolais. Et pour approfondir spécialement sur ce thème, nous accueillons un intervenant. Il s'agit de Théodore Ngandou. Bonsoir Théodore. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, Théodore qui est journaliste ici à Géopolis Forum. Théodore, nous venons de suivre une mission, on va dire une mission américaine est annoncée. Déjà ce 3 avril, le délégué, on va dire le délégué du département d'État devra rencontrer le président Tshisekedi. C'est une délégation qui vient tout juste de l'administration Trump. Mais il y a quelques jours, on a vu aussi qu'un sénateur avec sa troupe était ici. Tout le monde a cru que c'était les délégations venant du président de Donald Trump. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Je crois que de la manière dont la médiatisation est en train de se faire sur cette question, et je pense que cette fois-ci, nous sommes sur une bonne voie avec cette délégation du département d'État américain qui arrive. Vous savez, quand les départements d'État se déplacent pour un État, pour un pays avec lequel il y a un partenariat, c'est que deux enjeux sont vraiment de taille quant à cette mission qui arrive et une mission qui intervient dans un contexte aussi très particulier marqué par cette agression rwandaise sous couvert du M23 et AFC. Et vous l'avez dit dans l'entame de cet élément tout à l'heure, que cette délégation ne viendra pas seulement en République démocratique du Congo, c'est une mission dans le Grand Lac, dans la sous-région des Grands Lacs. Elle va parcourir les différents pays membres de la sous-région des Grands Lacs pour pouvoir envisager des voies et moyens de pacifier cette partie de la sous-région et principalement la République démocratique du Congo qui compte aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, plus de 10 000 morts dans cette agression rwandaise sous couvert du M23. Il y a également des millions de déplacés des guerres et la situation humanitaire qui est très catastrophique. Il va falloir affronter cette question, l'aborder avec toute responsabilité pour que des voies et moyens de sortie des crises soient trouvés avec les différentes parties prenantes. Nous avons notamment le Kenya. Vous savez que le Kenya a joué aussi un rôle important dans cette affaire. Nous avons le processus de Nairobi qui a été même souligné dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, faisant appel au M23 et au Rwanda de s'inscrire dans la logique du processus de Nairobi. Il va pouvoir également se rendre, surtout voir bien peut-être, je ne sais pas, en Angola aussi, parce qu'il y a aussi le processus de Luanda qui sont pris en charge par... Théodore Ngandou, vous avez la parole, mais pour la précision, le programme du département d'État américain précise qu'il s'agira d'un périple en RDC, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Voilà. Donc ce sont deux pays, qui sont directement impliqués dans cette question. Vous vous rappellerez de la récente, si cela est confirmé, la récente sortie médiatique à travers des tweets du chef d'état-major ougandais sur la République démocratique du Congo, cette menace d'entrer à Kisangani avec le M23. Je crois que ce n'est pas pour rien qu'on a ciblé l'Ouganda, ce n'est pas pour rien qu'on a ciblé le Rwanda et la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, je crois que Washington prend les choses à bras le corps pour que la paix soit restaurée dans la partie est de notre pays. Théodore Ngandou, le programme du département d'État annonce aussi qu'il y aura des échanges avec les patrons, on va dire les entreprises, au niveau de la région, au niveau de la RDC aussi, pour éventuellement des investissements. C'est vrai que la RDC a beaucoup attendu une coopération économique accrue avec les États-Unis d'Amérique, mais qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci c'est la bonne? Est-ce que ce n'est pas juste des effets d'annonce? Vous vous rappellerez, Patrick, en février, le 21 février,
notre gouvernement a saisi officiellement par correspondance le gouvernement américain pour pouvoir engager une coopération sur cet aspect-là, notamment dans les domaines stratégiques. Je pense que quand ces délégations arrivent et cherchent à rencontrer des entreprises, cherchent à rencontrer des sociétés, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette logique d'investissement. Notre pays a ouvert sa porte aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir envisager ses voies et moyens de pouvoir investir et recevoir des investissements américains. Mais ici, ça s'inscrit aussi dans cette logique qu'en retour, les États-Unis puissent offrir à la République démocratique du Congo ces possibilités d'une paix durable dans sa partie Est. Et je pense qu'il est aussi prévu un déplacement tout prochainement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui pourra se rendre à Washington, toujours dans ces cadres de concrétisation de ces partenariats économiques qui se veut gagnant-gagnant. Le chef de l'État l'avait précisé. Justement, Théodore Ngandou, la dernière question en 30 secondes, on va finir. Il est annoncé, et puis malheureusement l'élément a eu un problème technique, mais l'élément a annoncé des négociations prochaines entre le M23 et la délégation congolaise. En même temps, sur terrain, les combats continuent. Est-ce que vous ne craignez pas justement que le comportement des parties belligérantes remette en cause justement la rencontre annoncée pour le 9 avril prochain? En 30 secondes. Effectivement, c'est ça tout le problème. Mais nous osons croire que Doha pourra être un processus qui va bien aboutir et que toutes les parties se retrouveront à la table de négociation. Comme je ne cesserai jamais de le dire, l'enjeu ici, c'est la paix sur l'ensemble de la partie est de notre pays, parce que les populations n'auront que tant souffert. Il va falloir cette fois-ci que chacun puisse un peu s'engager pour la paix et mettre définitivement fin aux conflits et aux hostilités dans cette partie du pays. Merci Théodore Ngandou. Je rappelle que vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum. Nous avons parlé justement de la commutation de peine, à propos justement de cette commutation de peine en faveur des citoyens américains condamnés dans l'affaire Christian Malanga. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, estime que l'allègement de peine doit aussi profiter aux Congolais impliqués dans cette affaire. Jonas Tchombela a été joint par Patience Lokeke. On l'écoute. Je pense que le président de la République devra faire la part. Je pense que le président de la République devra faire la part juste de la question. Les Congolais aussi qui sont impliqués dans ces dossiers de coups d'État qui s'apparentent aujourd'hui comme c'était un coup de théâtre, devront alors aussi bénéficier des mêmes mesures. Pourquoi garder les Congolais et relaxer les Américains? Parce qu'il y a une pression diplomatique américaine. L'impunité va continuer et puis nous allons continuer à désespérer dans la justice de notre pays, parce qu'il y en a qui commettent des forfaits et quelques semaines après ils sont graciés, ils sont relaxés. C'est la même chose avec le genre de mixage, brassage, il tue, il viole, on le met dans la police et on repart tous les 10 ans avec le même type de scénario. Voilà. Donc deux poids, deux mesures, nous le dénonçons. Je pense que les Congolais aussi qui ont été impliqués doivent bénéficier de mesures de grâce. C'était Jonas Tchombela qui a été joint par Patience Lokeke dans ce journal. Nous revenons sur l'élément, en tout cas l'annonce des discussions entre le gouvernement congolais et le M23. Les discussions vont enfin s'ouvrir ce mois d'avril. Les délégations des trois partis, ou bien Rwanda, M23 et RDC, vont se rencontrer à Doha au Qatar dès le 9 avril pour négocier la sortie de crise sécuritaire à laquelle fait face le pays. José Junior Owawa. Délégation du gouvernement congolais et du M23 FC soutenue par le Rwanda vont se retrouver le 29 avril prochain au Qatar, a rapporté mardi 1er avril la télévision française France 24. L'objectif de la rencontre prévue le 9 avril prochain, selon de médias, est d'entamer de négociations directes entre le Kinshasa et la rébellion en vue de trouver une issue à la guerre qui endeuille les populations de l'Est de la RDC et qui a contraint de millions de Congolais à l'errance. Le chef de l'État
congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés le 18 mars 2025 à Doha, à l'initiative de l'émir du Qatar, au moment où les regards de Congolais étaient tournés vers les négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 prévues le même jour. Si à Luanda, les négociations directes n'ont pas pu avoir lieu après le désistement du M23 de se rendre dans la capitale angolaise, en revanche, à Doha, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et conditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser de base d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné de Luanda et de Nairobi, selon la déclaration du ministre qatari des Affaires étrangères. Le comportement de trois parties belligérantes ne va-t-il pas mettre en cause la rencontre? En tout cas, ce qu'il faut que craindre, car pendant que ceux pourparlers sont annoncés, les combats continuent sur la ligne de front. Les belligérants sur terrain sont sur les qui-vive à moins d'une semaine du début des discussions, alors que le cessez-le-feu immédiat et conditionnel décidé par les deux chefs d'État congolais et angolais à Doha n'a pas du tout été respecté. Les retraits de M23 de Walikale, pourtant annoncés avec pompe, n'avaient non plus eu lieu à cette date-là. En dépit de la détente relative observée concernant l'escalade verbale, les affrontements en cours font craindre un retournement de la situation. L'effort de l'Allemagne pour contribuer à mettre fin à la guerre à l'est de la RDC, notamment à travers ses récentes sanctions contre le Rwanda, a été l'un des sujets abordés par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Ingo Iber, lors de leur rencontre. C'était mardi, le 1er avril à Kinshasa. Les deux personnalités ont également échangé sur la situation sécuritaire à l'est du pays, en évoquant justement les initiatives prises par la SADC, l'EAC et l'Union africaine. Patience Lokeke pour la suite. La situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC ainsi que les initiatives prises par la SADC, la CEA et l'Union africaine pour y trouver une solution durable ont été au centre des discussions entre la ministre des Affaires étrangères congolaise Thérèse Kaikwamba et l'ambassadeur allemand en RDC Ingo Iber. Discuter avec elle sur le développement actuel en ce qui concerne le processus de trouver une solution pour la situation à l'est du Congo avec l'agression de Rwanda et M23 et les initiatives qui sont prises par SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union africaine, et la question comment la communauté internationale pourrait assister à ces efforts pour établir la paix et la stabilité à l'est du Congo. Les deux personnalités ont également abordé la question de la prochaine conférence des Nations Unies organisée par l'Allemagne qui réunira plus de 150 pays. L'Allemagne est hôte d'une conférence internationale des Nations Unies sur plusieurs ministres des Affaires étrangères et de la défense des autres pays. On attend plus de 150 pays qui vont participer pour discuter, pour faire des missions de peacekeeping plus effectives. L'ambassadeur allemand a souligné que les mesures prises par l'Allemagne, le Canada et les États-Unis ont eu un impact, envoyant un message clair au Rwanda que l'agression de la RDC n'est pas acceptable pour la communauté internationale. Les enjeux de la guerre dans l'est de la RDC, communication des crises et diplomatie médiatique. C'est sur ce thème que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec les élèves de l'École nationale d'administration au sein de cet établissement formant les hauts fonctionnaires de la République. Francine Moukeba pour plus de détails. De parole, Patrick Mouyaya a abordé directement les enjeux de la guerre de l'Est de la RDC, évoquant l'expansion territoriale, les repeuplements, les contrôles et les pillages des ressources, ainsi que la survie politique. Il a rappelé que la RDC fait face à une guerre hybride avec les Rwandais et ses alliés propulsant des discours de haine et de mensonges pour affaiblir les pays, notamment via l'armée numérique rwandaise. C'est une guerre qui est faite à tous les Congolais. J'ai eu l'occasion de démontrer que les conséquences de cette guerre touchent à chacune des femmes et à chacun des enfants
partout sur les territoires de la République démocratique du Congo et qu'il leur appartient eux aussi de se mobiliser pour défendre le pays. La défense du pays, de par la nature hybride de la guerre, ne peut pas être faite que par des militaires. Elle peut être faite par tous les citoyens. Là où ils se trouvent, et je pense que de ces points de vue, j'ai trouvé plutôt un terrain fertile. Nous nous sommes bien compris et il y a un engagement patriotique renouvelé parce que ceux-là, c'est ceux qui s'engagent pour servir l'État avec intégrité, compétence et patriotisme. Et j'espère que dans le jour qui viennent, nous pouvons compter sur l'armée qu'on a mobilisée ici à l'ENA. Et ici, c'était des officiers. Pour les responsables de l'ENA, l'intervention du ministre de la Communication était vivement attendue pour les élèves de cet établissement, souciés de mieux comprendre les enjeux de la guerre d'évasion à laquelle la RDC fait face, afin de mieux défendre leur pays. Et c'était utile pour les élèves de la promotion Mamadou Ndala, qui sont appelés, parce que l'ENA forme de hauts fonctionnaires qui sont appelés à diriger. Il était important de forger cette conscience historique. Je pense que c'est la première de qualité du leadership, en croire tout le grand ouvrage sur la question, la conscience historique, et il faut la forger tôt. Et c'est à cet exercice que son Excellence s'est soumis en ce jour. Il a contribué à s'aimer des bonnes idées, à préparer l'élite d'aujourd'hui et de demain, pour reprendre ses propres mots, et nous nous en réjouissons. Cette rencontre a été ponctuée de questions et réponses entre Patrick Mouyaya et les élèves qui en sont ressortis satisfaits. De Kinshasa, rendons-nous à présent dans le Nord Kivu où il est signalé que dans 2 semaines, Walikale sera à court des stocks de médicaments. Alerte Médecins sans frontières. Les combats entre le M23 et les forces loyalistes empêchent justement l'acheminement de l'aide humanitaire. Patience Lokek. Médecins sans frontières, MSF, tire la sonnette d'alarme concernant la situation dramatique à Walikale, dans le Nord Kivu, où les stocks des médicaments essentiels arriveront à épuisement dans 2 semaines si la situation ne s'améliore pas. Cette pénurie est une conséquence directe des combats entre le M23 et les forces loyalistes qui perturbent gravement l'acheminement de l'aide humanitaire et mettent en péril le soin de santé pour le millier de personnes. MSF avertit que sans accès sécurisé pour les fournitures médicales, l'hôpital général de Walikale ne sera bientôt plus en mesure de répondre aux besoins urgents des populations locales. Les affrontements périodiques entre les belligérants ont rendu extrêmement difficile l'accès aux routes et à l'aéroport, rendant toute livraison d'aide humanitaire quasi impossible. La dernière livraison par voie aérienne date du 17 janvier à l'aéroport est toujours fermée. La dernière livraison par voie aérienne date du 17 janvier et l'aéroport est toujours fermé. L'incapacité de circuler en toute sécurité sur le terrain aggrave la situation, forçant MSF à suspendre ses activités médicales chaque fois que le combat éclate à proximité de la base et de l'hôpital. Les explosions massives récentes et les tirs d'artillerie incessants ont non seulement déstabilisé la ville, mais aussi mis en danger les équipes médicales et le patient. Les conséquences sont lourdes. 80% de la population de Walikale a déjà fui la ville pour échapper aux violences et plus de 700 personnes déplacées se sont réfugiées à l'hôpital, augmentant considérablement la pression sur des ressources déjà limitées. La situation ne cesse de se détériorer, rendant encore plus difficile l'accès aux soins pour les personnes vulnérables, notamment celles touchées par les violences sexuelles et les enfants nécessitant de soins de santé. MSF appelle de toute urgence un accès humanitaire sûr et garanti, soulignant que sans un rétablissement immédiat de voies d'approvisionnement en médicaments, la capacité de répondre aux besoins médicaux urgents sera gravement compromise dans le jour à venir. Toujours dans le domaine de la santé, nous allons parler de l'autisme. Faites progresser la neurodiversité et les objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est le thème retenu pour la célébration ce 2 avril de la Journée internationale de l'autisme. À l'occasion, le ministre de la Santé a souligné l'importance de l'inclusion des personnes autistes et de leur pleine participation à la société, conformément aux engagements des Nations Unies. Encore une fois, Patience Lokeki.
À l'occasion de la Journée internationale de l'autisme 2025, le ministre de la Santé publique a souligné l'importance de l'inclusion de personnes autistes et leur pleine participation à la société conformément aux engagements des Nations Unies. Il a rappelé que le thème de cette année, Faites progresser les neurodiversités et les objectifs de développement durable ODD, appelle à des stratégies concertées pour améliorer l'intégration des personnes autistes, lutter contre les discriminations et garantir une prise en charge efficace. Au-delà de sa dimension symbolique, ces journées incarnent la matérialisation d'un appel pressant des acteurs scientifiques, des acteurs sociaux et politiques en faveur d'une meilleure intégration des personnes concernées. Elle exhorte à l'élaboration de stratégies concertées pour favoriser une prise en charge efficiente, promouvoir l'équité et éradiquer les discriminations systémiques qui entravent encore trop souvent leur pleine participation à la vie sociale et à la vie économique. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à soutenir les initiatives pour l'inclusion de personnes autistes en renforçant le cadre législatif et en assurant leur accès aux services essentiels en santé, éducation et emploi. Une approche multisectorielle impliquant le pouvoir public, la société civile, les chercheurs et les secteurs privés est nécessaire pour relever les défis de la neurodiversité. Cette année, le gouvernement de la République s'inscrit résolument dans une démarche intersectorielle visant à faire de l'inclusion des personnes neurodivergentes une priorité nationale. Enfin, l'Institut national de santé publique, en collaboration avec le ministère de personnes vivant avec handicap, assurera le suivi des politiques mises en place pour garantir leur efficacité et leur impact sur l'inclusion de personnes neurodivergentes. Depuis 2007, la Journée mondiale de l'autisme célébrée chaque 2 avril incite à la mobilisation pour briser les préjugés et promouvoir les droits des personnes autistes à l'échelle mondiale. Autre chose à présent, Judith Souminois totalise une nomination en tant que première ministre, une année de défis et d'engagement. Mais quel bilan les Congolais dressent-ils de Souminois? Les avis sont plutôt partagés. Francine Mougeba. Sa nomination en tant que première ministre avait été presque unanimement saluée au pays. Pour la première fois de l'histoire, la RDC se dotait d'un chef du gouvernement femme. Mais passé l'euphorie, Judith Souminois devait se montrer à la hauteur des attentes du peuple, notamment sur des questions brillantes de sécurité, les sociales du Congolais, sur la stabilité du franc congolais face au dollar américain, la paie des fonctionnaires, soldats et autres corps sociaux professionnels, les prix du carburant. Une montagne de problèmes. Comment les Congolais jugent-ils l'action de la chef du gouvernement? Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, donne son avis. Le bilan quand même positif sur le plan sécuritaire. Mais sur le plan social, la situation des citoyens s'est beaucoup plus détériorée. Et les emplois annoncés n'ont pas assez créés. Les attentes de la population ne sont pas atteintes. Vous n'avez qu'à voir l'électricité dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs. C'est sombre et ça se détériore presque chaque jour. Judith Makosso, promotrice d'une librairie, félicite quant à elle la première ministre pour tous ses efforts dans son action à la tête du gouvernement, dit-elle. Une année que Judith Souminois est à la primature, mais 10 mois depuis qu'il conduit le gouvernement. La première ministre pourrait voir son destin en tant que chef du gouvernement s'arrêter. Le chef de l'État a convoqué les consultations nationales en vue de la formation d'un gouvernement large au-delà de l'union sacrée de la nation. Et ce que j'admire chez elle, c'est son leadership empathique. Et pour cela, je ne peux que lui souhaiter plein succès durant son mandat. Et puis, je l'avais annoncé en titre, les embouteillages quotidiens à Kinshasa perturbent fortement la vie des écoliers, entraînant de retard et autres fatigues qui nuisent à leur apprentissage. Face à cette situation alarmante, les élèves ont exprimé leurs préoccupations et appellent les autorités à améliorer les infrastructures routières pour garantir un accès plus fluide à l'école et préserver leur réussite scolaire. Plus de détails dans ce reportage signé Gigi Nende et Giscard Tamba.
À Kinshasa, les embouteillages sont l'un des gros fléaux quotidiens qui affectent la vie de nombreux habitants, y compris des écoliers. Ces derniers se sont exprimés sur les conséquences de ces embouteillages sur leur vie scolaire. Les embouteillages créent certains problèmes aux élèves. D'autres élèves arrivent en retard à la maison, ça gêne un peu d'autres parents. D'autres parents s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants. L'autre fois même, j'étais rentrée tellement en retard à la maison que j'ai été partie trouver ma mère pleurer. J'étais rentrée à 19h53 à cause des embouteillages. Les retards causés par les embouteillages ne sont pas seulement une source de stress pour les élèves, mais ont également des répercussions sur leur apprentissage. Ça nous crée des punitions à l'école, ça nous donne plus de fatigue, ça engendre plus de dépenses et aussi à cause de ça, on doit se lever plus tôt, ça nous donne de la fatigue à l'école, ça minimise nos performances à l'école. Les écoliers ont également souligné la nécessité d'améliorer les infrastructures routières pour réduire les embouteillages à Kinshasa. Je préférais que l'État puisse ajouter plus de routes pour nous faciliter la tâche de bien nous déplacer en véhicule pour éviter des conflits entre les chauffeurs. Les embouteillages dans la capitale congolaise ont un impact significatif sur la vie des écoliers. Les retards, la fatigue et l'absence des révisions sont autant des conséquences qui peuvent compromettre leur réussite scolaire. Il est essentiel que les autorités prennent en compte ces préoccupations et travaillent à améliorer les infrastructures routières pour le bien-être de ces jeunes élèves et de la population dans son ensemble. Une brève dans ce journal. Dans le derby quinois à Kinshasa, l'OC Renaissance et l'ASV Club se sont séparés en bons amis par un score de parité. 0 but partout ce mercredi au Stade des Martyrs en match retour de la phase classique du championnat national. Les deux équipes ne sont toujours pas assurées de disputer la phase des playoffs. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises, place après la page internationale. Nous allons entrer donc dans la page internationale. Le Gabon et le Tchad ont généré plus de devises qu'ils n'en ont consommé en 2024. Malgré son pétrole, le Congo, lui, affiche un déficit de solde lourd de transactions avec l'extérieur. La CEMAC a amélioré des réserves de change, mais reste sous le seuil critique de 5 mois d'importation que lui exige le Fonds monétaire international. Suivez. Le Gabon et le Tchad ont été les principaux contributeurs aux réserves de change de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale en 2024, avec ce qu'on appelle une balance nette des transactions courantes qui, bien qu'en recul par rapport à 2023, 7,9% est positive à 6,8% de son produit intérieur brut selon des données publiées par la Banque centrale de cette sous-région. Le solde pour le Tchad en baisse aussi s'est achevé à 3,3% de son PIB. Cela signifie simplement que dans cette sous-région économique, ces deux pays sont ceux qui finalement ont le moins consommé les devises générées par leurs économies. Pour le reste des pays de la CEMAC, la situation a été déficitaire. Le Cameroun, malgré une amélioration, reste sur un solde négatif de moins 2,9% du PIB. Le Congo, qui est pourtant l'une des principales sources des devises de la sous-région, grâce à son pétrole, a consommé toutes ces devises et au-delà, occasionnant un solde négatif de 10,3%, et la République centrafricaine est sur un solde négatif de 10,8%. En Guinée équatoriale, le déficit s'est creusé à moins 5,2% du PIB. Avec une production pétrolière en baisse depuis des années et l'économie la plus importante et la plus diversifiée, le Cameroun est le principal consommateur de ses réserves d'échange hors dons et avoirs du FMI, tandis que le Congo et le Gabon, qui produisent beaucoup de pétrole pour une population plus modeste, sont les premiers contributeurs en termes de revenus extérieur. Au final, la CEMAC a terminé 2024 sur un niveau de couverture par ses réserves de change de moins de 5 mois d'importation. Cependant, sa position extérieure s'est améliorée avec une balance des paiements sur les économies étrangères qui a été positive de 202 milliards francs CFA. Si l'on compte les arriérés de paiement et les remises de dette, la totalité des réserves d'échange a augmenté de 455,1 milliards de francs CFA. Même si des remboursements devront être effectués, les avoirs
trésor en devises logés dans le compte des opérations du Trésor public de France dans le cadre des accords de coopération monétaire entre la CEMAC et la France garantissent que la BEAC pourra toucher des intérêts. Mais surtout, on note que le Tchad et le Gabon ont peut-être été sévèrement jugés par les opinions publiques. Vous avez reconnu la voix de Gigi Nende sur ces images de nos confrères d'Africa 24. Au Mali, la campagne de commercialisation d'anacarde bat son plein depuis plus de 2 semaines. Dans le pays, 8e producteur ouest-africain d'or gris, cette nouvelle saison s'annonce plein de défis. Suivez. Lors du lancement de la saison de commercialisation de l'anarcade le 13 mars dernier, le ministre de l'Agriculture Daniel Kilema a annoncé les prix minimum d'achat des noix de cajou à 390 francs CFA par kilogramme. Ce tarif est le 3e plus élevé de la sous-région, dépassé seulement par la Côte d'Ivoire 425 francs CFA et la Guinée-Bissau 410 francs CFA. Si d'après les autorités, cette rémunération visait à rivaliser la filière, plus de 2 semaines après le démarrage des ventes, la réalité sur les terrains est plus contrastée. Dans son dernier bulletin publié le 27 mars dernier, les services des conseils commerciaux Calo rapportent que ces prix borchants peinent actuellement à être respectés par les acteurs impliqués dans la commercialisation. Alors que les chemins vers la mise en place d'une entité publique forte pourraient être longs, certains analystes estiment que l'IPROBAM gagnerait déjà à court terme à renforcer ses membres avec le développement d'une information de marché régulière sur les marchés national et international de l'anarcade. En maîtrisant mieux les facteurs qui influencent les prix et ses évolutions, il estime que les acteurs de la filière pourraient mieux profiter du marché dans un contexte où les acteurs finaux, comme les importateurs étrangers ou grossistes, sont souvent mieux informés que les producteurs locaux et écoulent leur stock à des tarifs plus élevés vers d'autres pays de la sous-région. Plus globalement, il faut noter que le Mali ambitionne de relancer sa filière cette année après une campagne 2024 en demi-teinte qui a vu la récolte chuter à 92 750 tonnes après avoir atteint les 105 000 tonnes un an plus tôt, selon les données de Calo. Nous allons faire place à présent à la revue de presse dans cette sélection et commentaires signés dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue avec une question intrigante. Qui veut pourrir le premier anniversaire de Judith Souminois? S'interroge le journal. La publication rapporte une accusation grave contre le commandant de la garde rapproché de la première ministre, accusé d'avoir fait tabasser à mort le brigadier de première classe Fiston Kabeya. Ces faits rappellent un incident similaire survenu le 20 octobre 2010 au rond-point Sosimat lorsque le garde du corps des Zoé Kabila attaquèrent un policier accusé d'avoir fait attendre Monsieur Frère. Bien que des arrestations aient eu lieu, l'affaire n'a jamais eu de suite judiciaire. Le journal se demande donc qui a intérêt à saboter la commémoration du premier anniversaire de Souminois, d'autant plus que le conseil spécial Eberandé a été chargé par le président de la République de préparer la voie pour un gouvernement d'union nationale. Géopolis fait également le point sur le bilan de la première ministre qui marque une année à la tête du gouvernement. Bien que sa nomination ait été saluée comme un acte historique, la réalité est plus nuancée, écrit le tabloïd. Si des progrès diplomatiques ont été enregistrés, le bilan social reste mitigé. La situation des citoyens s'est détériorée avec des promesses d'emploi non tenues et une dégradation de l'accès à l'électricité, soutiennent plus d'un Congolais. La prospérité rapporte la rencontre entre le ministre de la Communication Patrick Mouyaya et les élèves de l'École nationale d'administration où il a abordé les enjeux de la guerre dans l'Est de la RDC. Le ministre a avant tout rappelé que les enjeux de la guerre dans l'Est de la RDC sont connus. Il s'agit de l'expansion territoriale, le repeuplement, le contrôle et pillage des ressources, l'extension de la sphère d'influence et la survie politique, avant de souligner l'importance de lutter contre la désinformation propagée par le Rwanda et ses alliés, en rappelant que la RDC fait face à une guerre hybride. Le poison rwandais est un mensonge bien orchestré et propagé par l'armée numérique rwandaise dans le but de nous affaiblir, a expliqué Patrick Mouyaya. Dans une correspondance datée du 31 mars, la Référence Plus rapporte que le panel des experts de la société civile a adressé une lettre au procureur général près la Cour de cassation dénonçant les discours d'incitation à la haine de Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports. Le panel le juge belliqueux,
négationniste, divisionniste et dangereux, menaçant la cohésion nationale et exacerbant les tensions politiques. Enfin, Congo Nouveau révèle les discussions secrètes en cours à Doha entre le représentant du président Félix Tshisekedi et le rebelle du M23 AFC. Les Qatar mènent ses pourparlers dans un silence absolu, une méthode qui a déjà permis de réunir Tshisekedi et Kagame là où d'autres initiatives avaient échoué. Bien que le pourparler en soit à un stade préliminaire, des sources diplomatiques rapportent que le M23 redoute une répétition de l'échec de juin 2024 où des négociations avaient échoué. Une seconde phase de discussion pourrait commencer cette semaine. Ainsi se termine cette revue de presse. Merci de votre attention et à bientôt. Fin de cette revue de presse. Au revoir et à la prochaine. Et c'est par ici que nous mettons un terme à notre édition d'information. Mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces trois principaux titres. Les efforts du Qatar se précisent. OA devra accueillir une délégation du M23 et celle de la RDC en vue de négocier la paix à l'est du pays. À la une également, vous l'avez suivi, les embouteillages quotidiens à Kinshasa perturbent fortement la vie des écoliers, entraînant fatigue et retard. Vous avez suivi un reportage de la rédaction. À l'international, le Tchad et le Gabon se sont bien comportés économiquement. Ces deux pays ont généré plus de devises qu'ils en ont consommées. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.